cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. C'est ce lundi que le gouvernement a présenté ses vœux de nouvel an au président de la transition, occasion pour le chef de gouvernement de faire le point des réalisations et des perspectives pour élever les défis de l'heure. Le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances ont animé un point de presse sur certaines décisions prises lors du dernier Conseil des ministres. 3 projets de texte adoptés devraient apporter à l'État malien près de 200 milliards de francs CFA pour faire face à certaines crises. Au Conseil économique, social, culturel et environnemental, la thématique sur la sécurité des zones minières a été largement débattue ce matin. Nous vous rappelons que c'est dans le cadre de la 7e session de l'institution. Focus Santé s'intéresse ce soir au glaucome, une maladie oculaire qui peut réduire le champ visuel ou même provoquer la perte de vue. Attention, le glaucome peut affecter tous les âges. Focus Santé en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous. Le développement, c'est tout de suite et maintenant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Direction Koulouba, le palais présidentiel accueillit les membres du gouvernement ce matin pour leur présentation de vœux de nouvel an au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Occasion pour le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, de faire le bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année 2024. Une année riche en événements marquée par des progrès dans tous les domaines déclinés par le chef de l'État dans la lettre de cadrage du 27 novembre dernier. Pour 2025, le gouvernement entend inscrire ses actions dans la continuité pour l'atteinte des objectifs. Yaya Konaté, Adaman Kamara et Teddy Kamara. La parole à l'exécutif pour ses vœux au chef de l'État. Face au président de la transition ce lundi, l'équipe gouvernementale au grand complet avec à sa tête le Premier ministre, chef du gouvernement. Le général de division qui a pris les rênes de l'équipe le 21 novembre dernier ne manque pas d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et d'afficher sa volonté ferme de relever les défis sous le leadership éclairé du président Goïta. Une présentation de vœux sous la forme d'un véritable voyage à travers une année gouvernementale riche en événements avec comme boussole les éléments contenus dans la lettre de cadrage du 27 novembre dernier. Priorité parmi les priorités, la défense et la sécurité. Après la reprise de zones stratégiques dont Kidal, les efforts de renforcement des capacités opérationnelles se sont poursuivis avec des acquis importants en termes d'équipement, d'infrastructures et de recrutement et des résultats probants sur le terrain. La posture dynamique des FAMA à la faveur de l'opération Kiletigi, qui agençante à Maliko, a apporté des résultats probants à travers des patrouilles de courte, moyenne et de longue portée visant à rechercher et à détruire les forces ennemies et à marquer la présence de l'État. Ainsi, au cours de l'année 2024, plusieurs groupes terroristes avec leurs leaders ont été neutralisés et leurs bases détruites. Par ailleurs, les opérations de sécurisation et de secours ont permis le démantèlement de plusieurs réseaux de criminels, la saisie de plusieurs armes et munitions et d'importantes quantités de stupéfiants. Ces exploits, gages de l'engagement et de la résilience de nos forces armées de sécurité, sont le résultat de tout le soutien moral
matériels et financiers que vous avez bien voulu leur accorder. Des forces armées et de sécurité résilientes dans un contexte de crise qui a affecté le tissu social avec des conflits fratricides. Ils ont ébranlé nos valeurs sociétales et entraîné des déplacements massifs de nos populations. La situation a été au cœur des préoccupations du gouvernement courant 2024, a dit le Premier ministre. Les efforts d'accompagnement du gouvernement se sont poursuivis à travers le dialogue national intermalien. Ce dialogue a abouti à l'adoption de la Charte pour la réconciliation et la paix, l'opérationnalisation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali à travers la mise en place des responsables devant l'ANIME. On peut également noter l'organisation de séances d'écoute des victimes, l'adoption des textes relatifs au Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali, chargé des questions de conservation de mémoire, œuvrant du coup à la garantie de non-répétition des violations graves des droits de l'homme. Il faut signaler aussi l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour le retour de la population à Kidal, à l'organisation de dialogues et intracommunautaires et de missions de bons offices sur l'ensemble du territoire national pour mieux asseoir à la fois la cohésion et le vivre ensemble. Par ailleurs, nous soulignons aussi que le processus d'accélération du désarmement et de démobilisation, réinsertion et intégration a concerné 1030 ex-combattants et le recrutement spécial de 6129 combattants des groupes d'autodéfense dans les localités en proie à l'insécurité, opération en cours. Il faudrait aussi rappeler que l'année 2024 a été marquée par l'abrogation de l'ensemble des dispositions relatives à l'accord pour la paix et la réconciliation issues du processus d'Alger et la fin des instances et organes y afférents. L'amélioration de la situation socio-sécuritaire, affirme le chef du gouvernement, aura permis le retour progressif de l'administration d'État ainsi que des services sociaux de base, l'amélioration de la quiétude des populations et la reprise des activités. Les représentants de l'État sont nommés et installés. Parallèlement, les réformes politiques et institutionnelles ont continué leur petit bonhomme de chemin. Elles sont, au dire du chef du gouvernement, les garantes des changements importants pour la refondation de la nation. Les membres du gouvernement, au cours de l'année écoulée, se sont attelés à l'adoption d'un certain nombre de programmes et stratégies, parmi lesquels nous pouvons, entre autres, citer l'adoption en cours de certains textes relatifs à la Constitution du 22 juillet 2023. Il s'agit de lois organiques relatives à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique, social, environnemental et culturel et au gouvernement. La poursuite du transfert des services techniques déconcentrés de l'État vers les collectivités suite à la nouvelle configuration territoriale. L'adoption en cours d'une stratégie nationale garantissant la dépolitisation de l'administration et de l'étude sur la rationalisation des structures administratives de l'État et des institutions en vue d'améliorer la performance de l'administration publique et la qualité des services délivrés à nos citoyens. La diffusion à tous les niveaux du programme national d'éducation aux valeurs destiné à promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. La prise de dispositions pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption visant à doter le Mali de mécanismes opérationnels pour lutter efficacement contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance dans le respect des droits de l'homme et des règles d'éthique et de transparence. Outre les réformes, les élections et le retour à l'ordre constitutionnel demeurent aussi au cœur des préoccupations gouvernementales, assure le général de division Abdoulaye Maïga. C'est dans ce cadre que le gouvernement et l'autorité indépendante de gestion des élections poursuivent les préparatifs à travers notamment la mise à jour régulière du fichier électoral, l'intégration des données d'enrôlement de l'ensemble des citoyens, la révision des listes électorales, l'adoption des textes régissant le processus électoral à travers la loi électorale, la loi organique régissant le nombre de sièges des députés, l'enrôlement et la mise à disposition des fiches descriptives individuelles, la mise à disposition des cartes d'identité nationale biométriques. Lutte contre l'impunité et respect des droits de l'homme, autre priorité dans un contexte économique difficile. De nombreuses actions ont ainsi été entreprises pour faciliter le quotidien des Maliennes et des Maliens. Le contexte économique actuel, se caractérisant par la rareté des ressources, a imposé d'importantes restrictions budgétaires. Le taux de croissance prévu pour 2024 était de 5% contre 4,7% en 2023. L'État poursuit alors ses actions relatives à la réduction des dépenses publiques et le transfert monétaire en faveur de plusieurs ménages vulnérables. Ainsi,
416 457 ménages en ont bénéficié au cours de l'année 2024. Il faudrait souligner l'élaboration en cours de l'étude nationale prospective Mali 2040. Monsieur le Président, l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité à un prix maîtrisé s'est poursuivi au cours de l'année écoulée avec l'adoption des mesures d'atténuation des prix sur le marché portant sur la réduction de 50% de la base taxable à l'importation de 300 000 tonnes de riz, 110 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Par ailleurs, les efforts ont également porté sur l'adoption des mesures relatives à l'administration des prix indicatifs plafonds et aux restrictions à l'exportation de certains produits. Pendant ce temps, la diplomatie malienne a été de tous les combats dans la sous-région et bien au-delà. Au cours de l'année 2024, les actions ont d'abord porté sur la poursuite du renforcement du cadre de coopération de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette confédération créée le 16 septembre 2023 par nos trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dont la conférence des chefs d'État est présidée par le Mali à travers votre auguste personne, et promet une lutte implacable contre le terrorisme et au-delà, pose les jalons de l'indépendance économique et l'intégrité de nos États. Parmi les actions déjà entamées, nous pouvons capitaliser la création des passeports AES, la baisse des tarifs de communication entre nos trois pays et la création du cadre de travail entre différents secteurs de nos administrations. Aussi, la diplomatie malienne a procédé à la mobilisation de plus de 654 milliards de francs CFA pour financer les secteurs prioritaires du développement socio-économique. Elle a également favorisé le renforcement du plaidoyer à l'attention de la communauté internationale sur la complexité de la situation au Mali et les défis multiformes liés à la sécurité dans le pays et dans le Sahel, appuyé l'accélération du retour de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire et poursuivi la diversification des partenariats bilatéraux et multilatéraux. 2024, c'est également, selon le chef du gouvernement, des actions d'amélioration des conditions de vie des Maliens de l'extérieur, de renforcement du désenclavement, de la digitalisation de l'administration, de réformes en matière domaniale et foncière, d'accès des Maliens au logement, à l'eau potable, d'amélioration du système éducatif et de l'enseignement supérieur, de réformes dans le secteur minier avec plus de retombées pour les Maliens, d'amélioration du système sanitaire et social, de rendement amélioré en matière d'agriculture, d'élevage et de pêche, sans oublier la protection de l'environnement. Au même moment, le pays s'est illustré par le renforcement de l'employabilité de sa jeunesse, la promotion des droits humains, particulièrement des femmes et des enfants, l'apaisement du climat social, la promotion de la culture, les actions de soutien aux religions, cultes et coutumes. Seule véritable ombre au tableau, la crise énergétique qui perdure avec là aussi des perspectives prometteuses. La crise énergétique que subit notre pays depuis quelque temps ne s'est pas considérablement améliorée, nous en sommes conscients. Elle continue d'éprouver nos concitoyens à travers le ralentissement et le surenchérissement de l'activité économique et professionnelle à tous les niveaux. Malgré les lourdes conséquences des délestages, le peuple est resté d'une endurance et d'une résilience, d'une indulgence qui mérite ici d'être saluée. Cependant, au regard de l'urgence que cela requiert, il nous revient de trouver des solutions adéquates et immédiates pour soulager la souffrance des Maliens. De nombreux chantiers ouverts donc en 2024 que l'équipe gouvernementale aura à cœur de mener à bon port en 2025, d'où la décision du chef du gouvernement de jouer la carte de la continuité. Je voudrais vous assurer sans aucune ambiguïté que mes actions et celles des membres du gouvernement s'inscriront dans la continuité des chantiers déjà ouverts et dans la concrétisation de nouveaux projets. Des solutions précises seront apportées aux problèmes rigoureusement analysés. Nous resterons mobilisés pour engager toutes les réformes et actions nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des populations. Sous votre leadership, nous jetterons les bases des Mali émergents par une saine gestion des ressources humaines et le respect du code de déontologie de l'agent public. Tous les axes de la lettre de cadrage du 27 novembre seront concernés, particulièrement la question des élections, avec à la clé un appel du chef du gouvernement à toutes les composantes de la société. Les élections générales constituent la boussole de la transition. Nous créerons toutes les conditions nécessaires pour une organisation crédible, transparente et apaisée du processus électoral qui mettra fin à la transition. Dans cette dynamique, nous en appelons à toutes les composantes de notre société, sans distinction sociale, d'appartenance politique ou de religion, ensemble dans une démarche unique
et solidaire, nous réussirons à instaurer le changement voulu dans le cœur et les esprits de chaque Malien et Malien pour faire du rêve malicrois une réalité. La tâche s'annonce certes difficile, mais l'équipe gouvernementale reste mobilisée pour l'atteinte des objectifs sous le leadership du chef de l'État et la conduite du Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga, dont la méthode commandait dès sa prise de fonction la tenue d'un séminaire gouvernemental sur les procédures, règles et principes du travail et de l'action gouvernementale avec des séances sur la déclaration des biens et les règles d'usage protocolaires. Et en réponse aux vœux du gouvernement, le président de la transition a précisé les réalisations faites en 2024. Les prouesses en matière de diplomatie, de défense et de la sécurité sont notées avec satisfaction. Mais le chef de l'État appelle à faire plus pour atteindre les objectifs. Il annonce que 2500 jeunes seront enrôlés cette année au compte de l'APEJ pour circonscrire aux problèmes de jeunesse. Sira Batili nous décortique la réponse du président de la transition aux vœux du gouvernement. Les objectifs à atteindre suivant leur décret d'urgence. C'est à ce prix que les résultats attendus seront à hauteur de souhait. Une adresse de réaffirmation de fermeté pour honorer des engagements face à un peuple qui attend. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est dans la logique d'amélioration de l'action gouvernementale pour des résultats concrets. Ce sont donc des réponses séquencées, ponctuées d'appréciations et de directives qu'il a apportées aux vœux de l'équipe gouvernementale Abdoulaye Maïga. En 2024, le gouvernement du Mali a poursuivi la concrétisation des réformes politiques et institutionnelles indispensables à la refondation. Le chef de l'État s'en réjouit et rappelle l'objectif consigné dans sa lettre de cadrage du 27 novembre 2024 qui est le retour à l'ordre constitutionnel. La première bonne note est à la défense et à la sécurité. Des progrès ont été réalisés notamment dans le domaine des forces armées de sécurité dont les efforts ont permis à ce jour de marquer une présence significative sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan institutionnel, l'aboutissement des grandes réformes comme le passage à une nouvelle constitution, l'harmonisation des nouvelles dispositions de la constitution à travers la rédaction des lois organiques et ordinaires sont des acquis indéniables. En vous choisissant pour mener à bien les tâches clés de la transition, j'ai bon espoir que vous saurez fédérer les énergies positives autour de vous pour permettre à notre pays de retrouver le chemin de la prospérité. Je n'ai aucun doute que vous saurez relever les défis en promouvant une grande solidarité d'action au sein de votre équipe. Il s'agit en clair d'accélérer les points saillants de l'action publique. Parmi ces points, la stabilité sociale. Selon le président de la transition, la réussite de la Charte nationale pour la paix est impérative. Le gouvernement doit s'y atteler. Le chef de l'État rappelle l'exigence d'exemplarité pour la déclaration des biens, la clé de voûte d'une bonne gouvernance. Avec la mise en place de la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, sur des travaux de dialogue intermalien, il vous appartient de veiller à la réussite de cet ambitieux projet appelé à servir de socle au vivre ensemble au Mali. Nous fondons beaucoup d'espoir sur l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali, qui aura la noble mission de panser les plaies ouvertes par des décennies de crise. J'ai noté avec attention la prise en compte de la déclaration des biens des membres de votre équipe dans les programmes de séminaire gouvernemental autour des 8 axes prioritaires du gouvernement. Je vous invite à plus de détermination afin que les membres du gouvernement s'approprient l'exigence d'exemplarité en toutes circonstances. En consacrant l'année 2025 comme année de culture, nous attendons impulser une nouvelle dynamique culturelle à même d'assurer la réhabilitation et le rayonnement de nos valeurs sociétales. Cela est d'une grande importance si l'on sait que la culture est un élément essentiel pour l'orientation d'une nation. Pour le chef de l'État, le peuple reste le centre de gravité de la transition. Dans cette optique, son accompagnement est sollicité pour faire face à certains défis. Pas de place donc à l'injustice. Il faut dénoncer quand le besoin se fait sentir. C'est un contrat social entre l'État et le peuple. Sur le plan défense et sécurité,
L'accompagnement du peuple constitue un facteur déterminant. Ce peuple a toujours soutenu les nombreux efforts déployés en faveur de l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dès le début de la transition, notre credo a été de lutter contre les injustices sociales et de veiller au respect de l'équité à travers la lutte contre la corruption, la délinquance financière et économique. Les structures de poursuite doivent davantage être outillées pour mieux contenir cette menace contre la stabilité sociale. Le retour de l'administration s'inscrit dans le cadre d'une approche globale que le gouvernement doit constamment renforcer en tenant compte des relations profondes entre sécurité et développement. Hisser le Mali au niveau des pays écoutés et respectés et ajouter à l'arc de la diplomatie les directives de la Confédération des États du Sahel, le gouvernement l'a exécuté avec brio en 2024, d'où les félicitations du président Goïta à ce niveau. Pour lui, il faut maintenant une indépendance énergétique. Le dynamisme de notre diplomatie est à la hauteur des enjeux du moment. Elle a pleinement porté la voix du Mali et celle de l'AES. Je salue l'engagement de notre diplomatie qui a su avec constance mobiliser d'importantes ressources tout en renforçant les partenariats bilatéraux et multilatéraux. Ces efforts s'inscrivent également dans le cadre des directives du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES dans le souci de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. La Confédération AES pose de plus en plus d'actes salutaires. Pour 2025, nous devons prioriser l'autosuffisance énergétique en accélérant le développement des centrales solaires de Sanangouroupa, de Tchakadougou et de Safo, ainsi que la valorisation de nos ressources minières à travers des initiatives telles que la SOREM SA, afin que chaque gramme extrait profite d'abord aux Maliens. Le chef de l'État souligne la gestion visionnaire qui a permis de maintenir la croissance économique. Évoquant le chapitre des élections, le président de la transition attire l'attention de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, sur la mise à jour du fichier électoral. Dans la prévision présidentielle de 2025, l'emploi des jeunes figure en bonne place. La jeunesse occupe une place importante dans la marche de la transition au profit du Mali. Elle constitue un vivier indispensable au regard de son rôle d'avant-garde pour le développement et la sécurité de notre pays. À ce jour, elle participe activement à la réserve opérationnelle. Nous nous attelons aussi à l'employabilité de notre jeunesse, tant par les canaux de la fonction publique qu'à travers le renforcement des capacités dans le domaine de la formation professionnelle et l'insertion des jeunes ruraux. En plus des 2000 jeunes diplômés qui ont bénéficié de l'immersion dans les services publics et parapublics, à la faveur du 13e programme de stage de formation professionnelle de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ. Il est envisagé au titre de cette année 2025 d'enrôler 2500 autres jeunes. Le général d'armée Assimi Goïta dit avoir noté avec satisfaction la contribution des universités aux grandes rencontres décisives pour le Mali, comme le dialogue intermalien et les états généraux pour plusieurs secteurs, ainsi que les phases de rédaction de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. En somme, c'est une année 2024 riche en réalisations pour le gouvernement du Mali avec des avancées réelles. Mais dans le viseur présidentiel, il faut faire plus. Le sceau de la refondation l'oblige. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a présidé également ce lundi à la primature les travaux de la deuxième réunion du comité de pilotage du Comité national de la Confédération AES. Ces documents soumis à l'appréciation des membres du comité, il ressort que des acquis ont été obtenus sur tous les volets: diplomatie, défense, développement, communication et mobilisation. Reportage à Mamari Koné et Aliou Touré. Les débats de cette deuxième réunion du comité de pilotage du Comité national de la Confédération AES portent sur l'examen du bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel. Les efforts déployés par les trois pays concernent notamment la diplomatie, la défense, le développement, la communication et la mobilisation. Il me plaît de saluer les actions louables menées par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition,
président de la Confédération, en relation avec ses pairs, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, notamment dans la concrétisation des idéaux de paix, de sécurité et de développement, conformément aux dispositions pertinentes de la charte du Liptako Gourma et du traité portant création de la Confédération de l'AES. Je me réjouis du chemin parcouru à travers les résultats enregistrés sur le terrain et attestés par la préservation de la paix et de la sécurité dans l'espace confédéral dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la coordination de l'action diplomatique au niveau sous-régional, régional et international sur des questions d'intérêt pour la Confédération, y compris la reconnaissance comme acteur sur la scène internationale, l'élaboration des politiques et programmes de développement économique et social de la Confédération et leur mise en œuvre. À ces actions s'ajoutent d'autres initiatives phares dans l'espace AES. Les ministres des différents domaines ont évoqué les actions menées, celles en cours et les perspectives. La mise en place de la force unifiée de l'AES, l'esquisse d'une stratégie de négociation de la Confédération AES avec la CEDEAO, la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, la réalisation de 1000 forages, la création d'une centrale d'achat, la création de la télévision et radio AES et surtout la création du passeport AES. Par ailleurs, il me plaît de relever la coordination remarquable de l'action diplomatique de la Confédération sous l'impulsion du Collège des chefs d'État grâce à l'engagement des ministres des Affaires étrangères, des ministres sectoriels ainsi que les missions diplomatiques des États confédérés. Je ne saurais terminer sans saluer les efforts inlassables déployés au niveau confédéral dans la prise en compte des préoccupations des populations en matière de libre circulation des personnes et des biens, comme en témoigne le communiqué du Collège des chefs d'État du 14 décembre 2024 sur la libre circulation et la mise en circulation du passeport AES depuis le 29 janvier 2025. Le Premier ministre a invité les membres du comité de pilotage à maintenir la dynamique des blocs et à privilégier les intérêts supérieurs des populations de l'espace commun dans le cadre des futures négociations avec la CEDEAO. Et je le disais dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement et le ministre de l'économie et des finances ont animé aujourd'hui un point de presse sur certaines décisions prises lors du dernier Conseil des ministres. Les 3 projets de texte adoptés devraient apporter à l'État près de 200 milliards de francs CFA par an, une somme qui devrait contribuer à apporter une solution à la crise énergétique et à d'autres préoccupations du moment. Le reportage est signé Mamari Koni. Quand la nation est en difficulté, l'apport de tous ses fils est sollicité. Cette démarche a conduit le gouvernement à adopter 3 projets de textes. C'est pour donner le maximum d'informations sur ces textes que ce point de presse est organisé. Les textes concernent la taxe sur l'accès au réseau de télécommunications ouvert au public qui passe de 5 à 7%. Un projet d'ordonnance instituant la contribution spéciale de solidarité et une taxe spéciale sur la consommation de certains produits et services comme l'alcool. Il y a enfin le texte portant en création, organisation et modalités de gestion du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Ce fonds sera financé par un prélèvement spécifique sur la consommation des services commerciaux de communication téléphonique, 10% sur les cartes de recharge et 1% sur les opérations de retrait dans le cadre des transferts d'argent. Nous avons estimé qu'en augmentant le taux de TARTOP de 2%, nous n'allons nullement impacter l'équilibre financier de ces entreprises qui, du reste, ont eu quand même suffisamment de temps pour pouvoir s'ajuster. Donc, ce qui fait que le taux de TARTOP, il passe de 5% sur le chiffre d'affaires à 7% sur le chiffre d'affaires des sociétés de téléphonie et il est payé par les sociétés de téléphonie. Deuxième texte concerne 2 aspects. Le premier aspect, c'est la contribution spéciale de solidarité. Le deuxième point, c'est la taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Donc, comme vous le savez, il y a des taxes qui sont appliquées sur certains biens qu'on appelle l'ISCP, l'impôt spécial sur certains produits. Ça taxe généralement les produits comme le parfum, l'alcool, le tabac, etc. Et pour le 3e projet de texte, c'était donc une contribution qu'on a voulu demander cette fois-ci aux populations, qu'on a appelé un fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. On va demander une contribution de 10% sur les cartes de recharge
et les recharges de téléphone. Donc chaque fois que quelqu'un vient acheter une carte de recharge, donc il faut lui demander une contribution donc de 10% que nous prélevons. Donc nous prélevons à titre de contribution 10% sur les recharges. Nous nous sommes dit on peut également prélever 1% sur les retraits. Donc chaque fois que quelqu'un a eu un transfert d'argent rapide, s'il va aller faire le retrait, on va lui demander une contribution. Donc on prélève 1% sur le retrait qu'il fait pour abonder ce fonds. Donc nous avons rencontré la société civile, nous avons rencontré les associations de consommateurs. Pour le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, en cette période où les appuis budgétaires sont inexistants, cette mesure vise à capter une partie des flux financiers considérables qui transitent par le secteur des télécommunications afin de soutenir le développement des infrastructures de base et du secteur social. La taxe sur le chiffre d'affaires des opérateurs téléphoniques permettra d'apporter à l'État à peu près 12 milliards par an. Le deuxième texte introduit bien entendu une contribution spéciale, l'alcool, que ce soit l'alcool fabriqué localement ou l'alcool importé. Donc il permettra à l'État d'engranger, en tout cas le budget, 62 milliards par an. Mais le troisième texte, il s'agit de prélever donc 10% sur les recharges téléphoniques et 1% sur les retraits de mobile money. Donc à terme, ce dispositif permettrait en tout cas d'avoir dans ce fonds plus de 100 milliards. Je pense que l'orientation politique de cette transition est très claire. C'est asseoir une véritable souveraineté de notre pays qui permettra à terme d'assurer la prospérité et le bien-être des populations. Parce que comme je dis, le prix auquel nous avons aujourd'hui, le prix auquel nous avons l'électricité n'est pas un prix normal, c'est un prix qui est, disons, qui repose sur le tarif social. Donc il faut qu'on trouve quand même un moyen de compenser ce tarif social en évitant, bien entendu, suivant les instructions du chef de l'État, de démanteler ce tarif social, de faire en sorte que les citoyens maliens puissent continuer à accéder donc à l'électricité à un prix défiant toute concurrence, mais également de s'assurer que les pertes ou les difficultés d'IDM ou les questions de délestage puissent être réglées très, très rapidement. Donc on est sûr et convaincu que grâce à ce fonds, nous allons bien entendu régler, s'il plaît à Dieu, la crise énergétique et surtout faire face à d'autres urgences dans beaucoup d'autres domaines, y compris le domaine de la défense et le domaine de la sécurité. Le chef du gouvernement s'est dit surpris par l'exploitation faite de la crise énergétique en cours. Le gouvernement est déterminé, dira-t-il, à trouver une solution à cette situation. Depuis le Conseil des ministres, malheureusement, nous avons entendu beaucoup de commentaires, malheureusement, qui ne visent qu'à amener de la désinformation. C'est vrai que c'est quand même curieux que sur la base d'un résumé des conclusions du Conseil des ministres, qu'on puisse épiloguer et surtout s'aimer le doute dans les esprits des citoyens. Il n'y a aucune volonté, je dis bien, il n'y a aucune volonté d'abuser de la résilience des Maliens. Nous sommes dans une transition, nous partons du principe qu'il n'y a ni majorité ni opposant, nous sommes tous des Maliens, la main est tendue, les portes sont ouvertes, mais nous n'allons jamais accepter non plus de nous asseoir et puis voir les Maliens souffrir de la crise énergétique. La première chose que nous nous interdisons, c'est l'immobilisme. Vous savez, face à la crise énergétique, s'asseoir, croiser les bras, en tout cas ça, nous ne le ferons jamais et nous ne l'accepterons pas. Donc nous sommes toujours condamnés à chercher des solutions, à être plus imaginatifs, mais surtout à demander chaque fois l'accompagnement de la population. La seconde chose que nous nous interdisons, c'est des solutions, c'est des fausses bonnes idées. Je pense que nous avons entendu beaucoup de choses concernant la résolution de la crise énergétique, notamment promouvoir l'interconnexion dans certains pays. Je pense que ça, honnêtement, nous refusons catégoriquement de le faire. Au regard des explications données par les deux membres du gouvernement, cette mesure fiscale peut être perçue comme une contribution au développement national. Selon eux, les efforts collectifs permettront d'affronter les défis du moment avec plus de sérénité. Un autre titre de ce journal, la 7e session du Conseil économique, social, culturel et environnemental se poursuit. La sécurité dans les zones minières était au cœur des débats aujourd'hui. Occasion pour le secrétaire général du département en charge de la sécurité de faire un large tour d'horizon sur la sécurité en général et sur la sécurisation des zones minières en particulier. Le point avec Aluseni Touré. Cette 7e session de la 6e mandature entame sa 2e semaine avec un thème d'actualité. En effet,
Les zones minières sont connues pour être de véritables nids d'insécurité avec la présence des acteurs de différentes origines, des pratiques souvent en dehors des normes environnementales et sociales. Toutes choses qui nécessitent une sécurité adaptée à la situation. Ce choix se justifie par le besoin pressant des conditions sécuritaires des sites, des personnes et de leurs biens afin de rendre le secteur plus compétitif, plus attrayant pour les investisseurs potentiels. Les maux qui gangrènent nos sites miniers et d'orpaillage sont entre autres le banditisme, la prostitution et le proxénétisme. La vente et la consommation des produits stupéfiants et psychotropes, un problème de santé publique qui vient interférer avec la prolifération des IST, MST et la traite des personnes. Le choix de la thématique par le Conseil économique, social, environnemental et culturel se justifie par son actualité. En effet, au moment où l'on parle de la valorisation de nos substances, il est plus que nécessaire de sécuriser l'environnement autour des mines. Les zones minières sont-elles sécurisées suivant les normes standards ou sont-elles l'objet des normes spécifiques? Autant de questions, voire plus, pour dire que l'exploitation minière, qu'elle soit industrielle ou artisanale, s'accompagne souvent des défis sécuritaires. La cohabitation entre les acteurs du secteur et la population locale nécessitant une régulation et un encadrement rigoureux en permanence. À la fin de l'exercice, les conseillers de la République sont mieux outillés pour garantir une prise en compte de la thématique dans les propositions qu'ils seront amenés à faire à l'endroit du gouvernement. Et une feuille de route de réinsertion vient d'être élaborée dans le cadre de la réinsertion des anciens combattants dans l'armée régulière. À cet effet, le ministre Ismaël Ouagué, la haute hiérarchie militaire ainsi que les structures relevant de son département se sont rencontrés. Reportage Nyanya Loutraoré et Abdoulaye Diarra. Identifier, enrôler puis mettre à la disposition de l'armée régulière, ce sont là quelques étapes par lesquelles vont passer les ex-combattants qui doivent être réinsérés. Le processus et les critères sont discutés entre le ministre de la Réconciliation, entouré de la haute hiérarchie militaire et les structures relevant de son département. Pour essentiellement parler du processus de DDR qui va être très prochainement lancé, d'échanger avec l'état-major général d'un certain nombre de points, toutes les questions qui ont trait aux questions de quotas, aux questions de critères d'éligibilité, aux questions d'âge, aux questions d'armes. Surtout, il était important pour les deux structures de se mettre d'accord sur le déroulement du processus parce que la finalité, c'est que ce sont les ex-combattants qui seront désarmés et mis à la disposition de l'état-major général. Ils sont au total 3000 ex-combattants. Et pour ce qui concerne le présent échange, il porte sur 2000 d'entre eux qui doivent rejoindre les rangs de l'armée régulière conformément aux instructions du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Pour le chef d'état-major général des armées, ce recrutement tombera à point nommé et ne ferait qu'agrandir les rangs de l'armée. Nous avons eu à parler des quotas, on a eu à parler des critères de recrutement et puis beaucoup d'autres choses, pour que le processus puisse vraiment aller jusqu'au bout. La question du recrutement spécial, je pense que c'est ce qui nous concerne beaucoup, c'est de recruter des hommes de rang. Surtout que la finalité de tout ce processus, c'est que l'état-major général des armées, à travers le ministère de la Défense, va bénéficier de 2000 combattants. 2000 combattants qui viendront s'ajouter à nos effectifs, renforcer nos capacités pour nous permettre vraiment de conduire à bien notre mission. Nous sommes d'accord sur le fait que l'état-major général va accompagner, va être une partie intégrante du processus, sous la conduite du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, avec les deux commissions en charge, en plus d'autres structures qui sont impliquées, d'autres structures étatiques qui seront impliquées dans le processus. Mais aussi, au-delà de cet accompagnement, alors des échanges vont continuer à être menés entre l'état-major général et les commissions en vue de peaufiner le déroulement du processus. Il faut noter que le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale est chargé du processus de démobilisation, désarmement et de réinsertion, communément appelé DDR.
Le nouveau directeur général de la police nationale a pris fonction ce matin à Bamako. Le directeur général sortant est nommé gouverneur de la région de Ségou. Il a salué ses collaborateurs pour le travail accompli et le nouveau directeur, pour sa part, s'engage à poursuivre les efforts afin de consolider les acquis de son prédécesseur, Batraori. C'est un passage des témoins d'un chef à un autre à la tête de la police nationale. Nommé gouverneur de la région de Ségou, le commissaire général des brigades Souleymane Traoré passe le commandement de la police au contrôleur général Youssouf Kone. Le sortant se félicite du travail accompli pendant les 4 années passées à la tête du service et place beaucoup d'espoir en son successeur non moins ancien collaborateur. J'adresse à mon successeur, le contrôleur général de police Youssouf Kone, qui était mon adjoint, mes vœux de pleine et entière réussite dans ses nouvelles fonctions. Je vous demande de le servir avec dévouement et loyauté. Et je suis convaincu que son expérience, son engagement et sa vision permettront de poursuivre et d'améliorer les efforts entrepris ensemble. Pour le nouveau directeur de la police nationale, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre car les défis sont nombreux et la tâche est immense. Je m'engage avec humilité, courage et loyauté pour répondre à l'honneur et aux privilèges que m'ont été faits de servir mon pays à ce niveau. Je me dédie enfin à poursuivre sans relâche l'édification d'une police disciplinée, professionnelle, moderne, forte et proche de la population. Tout ceci dans le respect strict des lois et règlements du pays. Monsieur le directeur général de la police entrant, je vous renouvelle encore une fois mes chaleureuses félicitations pour avoir blanchi sous les harnais. Vous êtes un témoin des problématiques traditionnelles des services de police et je n'ai aucun doute là-dessus. Vous êtes immergé dans les évolutions en cours. Ce qui fait de vous une excellente carte pour assurer sans heurts la continuité du service. Comme dernier temps fort de la cérémonie, l'assistance a eu droit à un défilé militaire. Il est exécuté par les troupes des différentes sections de la police et des autres corps de la sécurité. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, parlons de cette conférence de presse et ressort que le bilan de nos femmes en 2024 est globalement satisfaisant et va même au-delà des attentes. Des résultats notoires qui seront renforcés et consolidés en 2025. Cette première rencontre de l'année 2025 avec les hommes de médias portée uniquement sur le bilan de l'année écoulée, recrutement, formation, acquisition de matériel, neutralisation de beaucoup de terroristes, autant de défis relevés par les autorités de la transition et les hommes sur le terrain. Al-Dumatina a suivi la conférence pour ORTM1. Première conférence de presse de l'année 2025 de la DIRPA et elle porte sur les faits marquants de l'année écoulée. 2024 a été marqué par la mise en œuvre de plusieurs activités ainsi que des opérations d'envergure ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes. En parlant du bilan de l'année 2024, il a été marqué en organique par la continuité dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, le recrutement continu des hommes, les formations. Nous avons aussi opéré depuis 2 ans le système d'information et de gestion des ressources humaines des forces armées maliennes. Et ce système continue. Les FAMA ont procédé aussi à l'acquisition de nouveaux équipements. La continuité dans les efforts de construction des camps, des logements, de l'hôpital militaire et le mémorial militaire, etc., etc. La hiérarchie a vraiment eu une prise de conscience avec les prises d'initiative accompagnées par les autorités politiques. Il y a eu aussi la conduite de vastes opérations de stabilisation et de sécurisation du territoire à Inafara, à Bébara, Tenzawaten, etc., etc. Les forces armées maliennes ont aussi procédé au ciblage des leaders terroristes avec leur neutralisation et ou leur capture. Courant l'année 2024, environ une vingtaine de leaders terroristes ont été neutralisés ou capturés vifs. Enfin, l'année 2024
a été marqué par la lutte contre la propagande, la désinformation et la guerre informationnelle acharnée contre le Mali et les deux autres États de l'AES. La situation est restée favorable en 2024 à nos forces de défense et de sécurité, qui maintiennent ainsi la cadence et la dynamique enclenchée depuis quelques années. Parlant de la montée en puissance des femmes, elle s'articule autour de 3 axes, notamment le premier axe est la solidarité, et l'unité et la cohésion des forces. Le deuxième axe, c'est la chaîne de commandement, unie et unifiée. Le troisième axe, c'est la cohérence entre le niveau politique, le niveau stratégique et le niveau opératif. Les défis restent encore énormes et les femmes ne ménageront aucun effort pour jouer leur partition. Nous allons continuer à travailler sur les directives politiques qui ont été données pour 2025, être encore plus ambitieux en termes de recrutement, en termes d'équipement et puis en termes d'impact sur le terrain. Travailler sur le retour de l'autorité de l'État et des services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire national. Pour cette conférence de presse, globalement, le bilan de l'année 2024 de nos forces de défense et de sécurité va au-delà des attentes, même si les terroristes gardent encore une certaine capacité de nuisance marquée par des poses d'engins explosifs improvisés et les pressions sur la population civile. Le gouverneur de la région de Gao a rendu visite aux rescapés de l'attaque terroriste perpétrée le vendredi dernier sur le tronçon Gao-Ansongo. Le chef de l'exécutif régional, tout en condamnant ces actes lâches, a apporté le soutien de nos plus hautes autorités aux victimes civiles et militaires. Compte rendu, Sambaré Aïdara et Alassane Hamadou. Le vendredi dernier, l'escorte d'un convoi civil a fait l'objet d'une attaque terroriste dans la localité de Kobe. Le chef de l'exécutif régional s'est rendu à l'hôpital régional de Gao pour s'enquérir de l'état de santé des blessés de l'attaque et leur apporter la compassion des plus hautes autorités. Nous condamnons fermement cette attaque lâche et barbare contre des enfants et des femmes. Paix à l'âme de tous ceux qui ont perdu la vie, toutes nos condoléances à leurs familles au nom de plusieurs autorités et prompt rétablissement à tous les blessés. J'aimerais remercier et féliciter les éléments de l'hôpital qui, avec une promptitude, ont pu évacuer et sauver la vie de beaucoup de personnes. Les victimes admises à l'hôpital régional Angadumbu Moulay Touré reçoivent des soins, assure le directeur général adjoint de l'établissement sanitaire. Actuellement, aucun pronostic vital n'est engagé. L'hôpital a empêché, quand on a été alerté, des ambulances médicalisées avec l'appui de la FAMA pour évacuer les blessés et le corps à l'hôpital de Gao. Le chef de l'exécutif régional a offert aux responsables de l'hôpital une quantité de riz en guise d'assistance alimentaire pour les victimes. Selon le communiqué de l'état-major des armées, l'attaque a fait 25 morts et 13 blessés. Les opérations de ratissage des FAMA ont permis de retrouver 19 corps des assaillants et 4 blessés, ainsi que plusieurs armes et matériels de guerre, toujours selon les communiqués. Et Irganda condamne avec la dernière énergie cette attaque barbare, présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et souhaite prompt rétablissement au blessés. L'association de communautés de culture Songoï en mouvement Irganda exprime toute sa solidarité et ses encouragements aux forces nationales de défense et de sécurité dans leur opération de sécurisation de nos axes routiers. Le centre de dialyse de l'hôpital du district de la commune 4 de Bamako vient d'être doté d'une installation solaire qui permet à l'unité d'avoir toute son autonomie en matière d'électricité. Un geste de président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales. Mariam Koulibaly.
Ces gestes du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, envers le centre de dialyse de l'hôpital du district de la commune 4 de Bamako, marquent l'une de ses volontés à assurer la santé à la population malienne. L'installation qui assure à 100% l'électricité dans le dit centre permettra sans doute aux malades de la dialyse de bénéficier des soins adéquats, cela en toute quiétude. Nous sommes là pour offrir une installation solaire au centre de dialyse qui pourra prendre le centre en autonomie d'électricité. Ces installations vont permettre qu'on puisse soigner ces malades-là pendant un temps maximum. Ce sont des installations offertes par le président de la transition à travers ses œuvres sociales. Avant cette installation solaire, le centre fonctionnait essentiellement sur groupe électrogène, chose qui occasionnait beaucoup de désagréments dans la prise en charge des urgences. La présente installation vient ainsi pallier ce problème et améliorer du coup les conditions de travail du personnel. À tout moment, on peut faire des dialyses d'urgence. Vraiment, il y a l'autonomie énergétique qui est là. On ne peut que le remercier et dire toute la reconnaissance, non seulement du personnel soignant qui va travailler avec beaucoup plus de facilité, mais surtout et surtout des malades. Ces malades qui viennent d'un peu partout et qui peuvent à tout moment être pris en dialyse. À noter que cette installation solaire fait suite à la mise en place par le président Assimi Goïta du dit centre de dialyse, en plus des 2 autres centres au compte de la population malienne. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne à Ségou a rencontré les jeunes. Il a été question des grandes réformes entreprises par l'État dans ce domaine. Le point avec Abdelkarim Kaba. Sans langue de bois, le ministre Abdelkassim Ibrahim Fomba s'est adressé aux jeunes de Ségou sur la vision des autorités de la transition en ce qui concerne les jeunes. C'est pour expliquer les réformes majeures dans le cadre du développement de la jeunesse. Le président de la transition l'a dit à maintes reprises, c'est que la jeunesse aujourd'hui est au cœur de sa mission. Et dans ce cadre-là, il est important et opportun de faire réaliser à la jeunesse que ce rôle qui est attendu d'elle demande de l'engagement, demande de l'implication, demande aussi de l'innovation et du tact. Et dans ce cadre-là, il est important d'avoir des échanges avec eux et je pense que ça a été très fructueux. Plus de 2 heures d'entretien, les jeunes participants ont posé des questions sans détour. Et c'est là pour la bonne compréhension. Les jeunes comprendront maintenant désormais comment le pays fonctionne, qu'est-ce qui est demandé par le président de la transition, son excellence général d'armée Assimi Goïta. Et après cette rencontre, je sais que dans les jours à venir, Ségou sera parmi les régions qui seront les vitrines de ce pays en matière de développement des jeunes. En retour, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a répondu à toutes les questions sans tabou, avant d'exprimer son satisfait. Ils ont compris que nous ne pouvons pas relever également un pays sans affronter ces défis, sans difficulté. Et je pense que cette réalisation pour nous permet d'avoir de l'espoir au sein du département. Au terme de la rencontre, le ministre Fomba et la jeunesse se sont séparés sur une note d'espoir pour le développement du Mali avec une jeunesse plus patriote et plus engagée. Notons que la session a enregistré la participation des présidents des conseils régionaux de la jeunesse de Tombouctou et de Taoudéni. Focus Santé, nous nous intéressons ce soir à notre santé oculaire. Si vous constatez des maux de tête, des douleurs oculaires ou des baisses de vision, consultez vite un ophtalmologiste. Il peut s'agir du glaucome. Cette maladie oculaire provoque la réduction du champ visuel ou même la perte totale de la vision. Elle apparaît de façon silencieuse et elle affecte tous les âges. Plus de détails sur cette maladie oculaire avec Koumba Sissé et Alkaou Traoré. Le glaucome apparaît de façon silencieuse. Cette maladie de l'œil atteint le nerf optique, entraînant progressivement la dégradation des fibres nerveuses. Il a plusieurs formes. Il y a le glaucome chronique à angle ouvert qui est le plus fréquent, 80 à 90% des glaucomes. Il y a le glaucome secondaire, il y a le glaucome congénital et il y a le glaucome
aiguë par fermeture de l'angle qui est rare. Pratiquement, il y a dans 90% des cas, il n'y a pas de signe de glaucome. Mais dans certains cas, les malades viennent se présenter avec des céphalées, des douleurs oculaires, avec des baisses de vision, surtout remarquées au niveau des côtés, mais la vision centrale est conservée. Ça, on le voit dans les cas les plus avancés. On peut, avec l'ophtalmo aussi, après la consultation, on peut voir une augmentation de la pression intraoculaire, une anomalie au niveau du nerf optique qu'on appelle excavation qui est supérieure à 0,3. On peut consulter 65 à 70, 74 patients par jour. Il y a les glaucomes, les cataractes, les infections de l'œil, les traumatismes. Lié à l'hypertonie oculaire ou la hausse de la tension de l'œil, le glaucome affecte tous les âges. Souvent, il est héréditaire et apparaît avec l'âge aussi. Il n'a pas de cause spécifique, mais les facteurs favorisants de cette maladie sont nombreux. Il y a des facteurs de risque qui peuvent évoluer vers le glaucome, tels que l'âge, après 40 ans, des troubles ou de circulation de lumière aqueuse ou une défaillance de circulation et de l'évacuation de lumière aqueuse peuvent conduire à un glaucome. Un enfant peut naître avec un glaucome. Un traumatisme de l'œil mal pris en charge peut évoluer vers un glaucome. Les inflammations au niveau de l'œil telles que les uvéites peuvent évoluer vers un glaucome. Les rétinopathies diabétiques, les formes proliférantes non prises en charge peuvent évoluer vers un glaucome. L'utilisation des médicaments, du laser et la chirurgie sont des types de traitements auxquels sont soumises les personnes atteintes du glaucome. Le traitement du glaucome s'adapte cas par cas. Dans certains cas, on peut utiliser les médicaments. Dans d'autres cas, on peut solliciter la chirurgie. On peut utiliser le laser. Le glaucome évolue de façon silencieuse. Une bonne prise en charge du glaucome, le glaucome va être stable. Mais un glaucome qui n'est pas pris en charge va évoluer vers des complications telles que des défaillances visuelles avec une réduction du champ visuel. Ça va évoluer vers une atrophie optique qui est la perte totale de la vision. Au moins une fois par an, chacun doit faire un examen ophtalmologique pour non seulement contrôler la tension de l'œil, mais aussi regarder minutieusement l'appareil visuel pour vérifier s'il y a des signes annonciateurs du glaucome. AES Actualité, un engagement communautaire pour le développement de Gelwango, un village dans la province de Naouri au Burkina Faso, une radio communautaire pour mieux communiquer, un bâtiment d'hospitalisation pour la prise en charge des malades ont été réalisés grâce à l'association Bâtir Ensemble, Césaire Carrefour. 3 invités de marque pour donner le coup d'envoi du tout nouveau né dans l'univers médiatique de la province du Naouri. La radio communautaire Langoubé de Gelwango est désormais en onde et prête à jouer un rôle de premier plan dans la diffusion de l'information, de la culture et du savoir, tant au niveau national qu'au-delà des frontières du Burkina Faso. Radio Langoubé, émettant sur la 94.9 FM, ne se veut pas seulement un simple média, mais bien un outil de développement, un canal de communication de proximité qui s'engage à être à l'écoute de ses auditeurs. Elle servira de levier d'unité dans un contexte où la communication et la bonne information jouent un rôle déterminant dans la lutte contre l'ignorance, l'extrémisme et la violence. Les populations locales, socle du développement communautaire. Une vision également matérialisée à travers cette infrastructure sanitaire.
un bâtiment d'hospitalisation de 10 lits doté de plusieurs commodités pour l'amélioration des conditions de prise en charge des patients au CSPS de Guelwango. Plus de 50 millions de francs CFA mobilisés par l'association Yir Malagré et l'ensemble des populations du village pour la construction et l'équipement du bâtiment ainsi que la réparation de cette ambulance pour les évacuations sanitaires. Une population de 14 000 habitants avec un CSPS de 6 lits, vous voyez que c'est compliqué. Donc nous voyons la souffrance d'éléments de santé qui nous a permis de le faire. Et nous avons jugé que si on arrive à faire ça, ça va vraiment avantager et ça va leur permettre de mieux gérer les patients. C'est une satisfaction totale et c'est en même temps une grande joie pour nous, membres du gouvernement, de pouvoir assister à cette cérémonie parce qu'elle nous ramène dans la vision du chef de l'État. Ces deux initiatives sont le fruit d'un partenariat fécond entre les populations, l'association Yir Malagré de Guelwango et l'association Langoubé. Une journée mémorable pour les populations de Guelwango, fortement mobilisées et résolument engagées à bâtir ensemble leur localité. Et au Niger, nous vous amenons en promenade au village artisanal de Wadata de Niamey à la découverte d'un artiste peintre qui véhicule le message de l'union, de paix et de cohésion à travers le canal de l'art. Il s'agit de Assimi Abdoulaye. Issa Ousmane et Abraman Jean nous amènent en son rencontre. On a Adina Glace qui a télé ça elle là. C'est lui ici là. Elle va nous dire là où ils sont en train d'aller avec toutes ces marchandises. Nous le connaissons journaliste, généraliste, mais aussi chroniqueur sportif à la radio-télévision du Niger, RTN. Mais à ces heures de relâche, il s'offre le plaisir de ranger le micro pour se munir des pinceaux. C'est ainsi qu'Assimi Abdoulaye se réfugie dans un autre monde, celui des arts plastiques. Formé au village artisanal de Niamey, Assimi Abdoulaye utilise son temps libre pour s'exprimer dans la peinture, où il ne va pas de main morte. Son esprit créatif, son talent sont autant de qualités faisant de ce jeune homme âgé de 45 ans d'être pleinement un artiste. C'est grâce à ce que j'ai gagné dans le dessin, parce qu'il faut reconnaître quand même que je faisais des tableaux, je les vendais, je faisais les peintures bâtiments, les plaques, les banderoles, tout ça. Donc c'est avec ça que j'ai payé les études à l'IFTIC parce que j'ai une passion pour le sport et je voulais devenir journaliste sportif. Et pour être journaliste, il faut aller l'étudier. Et donc c'est comme ça que j'ai payé moi-même mes études pendant 6 ans à l'IFTIC, niveau moyen puis niveau supérieur. Et après le diplôme, je n'ai pas arrêté de faire la peinture. J'ai continué à faire la peinture. Vraiment, le journalisme m'empêche de faire les dessins. Mais dès que j'ai un temps libre, je reviens ici au village artisanal ou à la maison pour peindre parce qu'on devient artiste pour la vie. Pleinement engagé dans le journalisme et très sensible au conflit, Assimi Abdoulaye est du coup un des ambassadeurs de l'AES. Ses visites répétées au gré de sa profession de journaliste au sein de l'espace AIS lui ont d'ailleurs permis de bien chanter les hymnes nationaux de ces deux pays de la Confédération, le Mali et le Burkina Faso. Ton appel Mali pour ta prospérité, fidèle à ton destin, à la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour la jeunesse de l'espace de là, je pense que les 3 autorités ont déjà déclenché la marche en avant et on va les suivre à fond. La vision et l'engagement de Assimi Abdoulaye dans l'art vont donc au-delà des simples coups de pinceau sur des tableaux. Une vision futuriste qui pourra servir la jeunesse de l'AES à renforcer davantage sa résilience vers la souveraineté à tous les niveaux. Ce serait alors un tableau reluisant avec une belle image de l'AES en plein essor. C'est la
fin de cette édition. Merci de votre fidélité à ORTM1. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même plateau. Dieu voulant, d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Rien n'est impossible. Seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Parole de nos grands-pères à méditer. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.